en particulier. Anne-Ségolène. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Olivier, pour cette introduction. Et merci, Luc, de m'avoir invité à venir donc, vous parler de la TEP. Alors, effectivement, la TEP, au fur et à mesure des années, c'est vraiment placé comme un outil indispensable dans la prise en charge du lymphome, et puis en particulier dans le lymphome de Hodgkin. Donc, je vais vous parler... alors, je peux passer à... Est-ce que... Ah non, oui, je ne pense pas qu'on ait fait le... Peut-être que c'est... Ouais, ça, on continue en fait. Ah oui, du coup, il faut le mettre en... Ouais. Ah oui, super. Merci. Hop. Donc, je vais vous parler rapidement, quelques petits rappels sur la TEP au FDG, l'examen en tant que tel, même si c'est un examen que maintenant vous connaissez bien. Après, je vous parlerai donc de la TEP au FDG, sa place dans le bilan d'extension des lymphomes de Hodgkin, puis sa place dans l'évaluation de la réponse, avec un gros focus en fait sur l'évaluation précoce, vraiment importante dans le Hodgkin, et les stratégies TEP guidées qui se sont mises en place. Un petit mot également pour finir donc, sur la réponse sous immunothérapie. Et puis, voilà, je ne peux pas quand même m'empêcher de vous parler rapidement à la fin du volume métabolique tumoral total comme paramètre qui nous permettrait de mieux estimer la masse tumorale dans le lymphome, et notamment dans le lymphome de Hodgkin. Alors, juste donc un petit rappel sur c'est quoi finalement un examen TEP-TDM. En fait, ça réunit deux examens en un seul, puisque au sein de la même machine, on a à la fois le scanner, ça c'est un scanner comme un scanner de radiologie, le scanner, donc c'est un premier anneau que vous voyez, et on a un deuxième anneau qui correspond en fait à l'anneau de la TEP, et tout ça donc dans une seule machine. Donc c'est pour ça que l'anneau est un peu plus épais qu'un anneau de scanner, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu plus impressionnant pour les patients qui sont un petit peu claustrophobiques. C'est pas comme une IRM, mais voilà, c'est quand même un petit peu plus épais qu'un scanner, donc il faut voir un petit peu avec les patients. Donc vous avez donc le scanner qui va être une imagerie qui va, en fait, qui va envoyer des rayons X et qui va traverser le patient et faire l'image. Alors que nous, vous savez, en médecine nucléaire, il faut qu'on injecte un traceur. Et le traceur qu'on va injecter en hématologie, dans la plupart d'ailleurs des cancers, c'est le FDG, le 18-fluorodésoxyglucose. C'est en fait du sucre, vraiment un analogue du sucre qui va rentrer dans la cellule comme le sucre, mais qui va rester, qui va s'accumuler dans les cellules. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire l'image. Alors, donc cette image, vous devez bien la connaître, c'est l'image de la distribution normale physiologique de ce traceur, avec une fixation importante dans le cerveau, une fixation qui peut être aussi également importante de manière physiologique au niveau du cœur, et puis l'élimination en fait piélo-calicielle et vésicale urinaire du traceur. Un dernier petit mot sur en fait finalement l'irradiation, la dosimétrie. Est-ce que c'est irradiant de faire une TEP-TDM? Maintenant, avec les nouvelles machines, on injecte finalement très peu de FDG. Donc, vous voyez que finalement, sur l'ensemble de l'examen TEP-TDM, la partie FDG, elle est assez minime en termes d'irradiation, 2,5 millisieverts. C'est le scanner, même si on fait un scanner low dose, qui va représenter la plus grande partie de l'irradiation, qui est donc à peu près 10 millisieverts. Pourquoi? Parce qu'on fait quand même un grand champ de vue, puisqu'on fait de la tête à mi-cuisse en standard. Et pour avoir un petit esprit de comparaison, si vous faites un scanner standard en radio avec injection de produit de contraste, souvent on fait cervical, donc cervical jusqu'au pelvis, donc on a un champ un peu plus petit. On est à peu près pareil, on est à 12. Voilà. Donc, il ne faut pas dire que la TEP, c'est forcément un examen irradiant. C'est irradiant comme tous les examens d'imagerie, mais voilà, ce n'est pas plus irradiant qu'un scanner, par exemple. Le SUV, donc vous le connaissez, c'est le paramètre qui nous permet en fait d'avoir une quantification de la fixation.
Et puis, on aime bien rapporter cette fixation à des bruits de fond physiologiques. Et c'est important notamment dans le lymphome, où on a justement le bruit de fond médiastinal sur lequel on va se baser, qu'on mesure ici dans l'aorte descendante, et puis le bruit de fond hépatique. Un mot sur les images qui peuvent, les autres diagnostics qui peuvent nous embêter. Alors tout à l'heure, donc Alexandra vous a parlé effectivement du séminome. On est embêté également avec le diagnostic de sarcoïdose, même si souvent on a une fixation un petit peu plus symétrique et bilatérale, mais ça peut être également un piège diagnostique. Après, dans l'évaluation de la réponse au traitement à distance, à distance, on peut être embêté avec le phénomène de rebond thymique, même si là encore, il a une forme assez typique en V, vraiment rétrosternale, avec une fixation qui reste assez modérée et très homogène. Et puis la graisse brune, ça, on peut vraiment l'éviter. Il suffit de couvrir les patients, de faire en sorte qu'il n'ait pas froid, parce que sinon, on a une activation donc, de cette graisse brune. Donc, vous voyez qu'en fait, on n'a pas de ganglions sur le scanner, mais pourtant, on a des fixations assez intenses qui vont vraiment nous gêner, parasiter l'image, et on ne va pas pouvoir évaluer la réponse au traitement si on a une activation trop importante de la graisse brune. Je pense que parfois, il faut mieux refaire l'examen. On a la possibilité de donner de l'avlocardyl, c'est des bêta-bloquants, juste avant l'examen, de manière à justement s'affranchir de cette graisse brune pour avoir vraiment une évaluation précise du traitement. Donc, vous le savez, le lymphome de Hodgkin, c'est un des lymphomes qui est très avide pour le FDG, avec des fixations souvent importantes. Pourtant, très peu de cellules tumorales. Donc, on voit que la fixation en fait, du FDG est principalement due au micro-environnement. Mais on le sait, le micro-environnement est tout aussi important que la cellule de Redd-Steinberg. Donc, rapidement, il s'est développé pour le bilan d'extension pour la stadification initiale dans le lymphome de Hodgkin. Alors, on a eu des premiers essais sur une centaine de patients qui ont montré que par rapport au scanner seul, même par rapport à un scanner injecté, un scanner avec injection de produit de contraste, la TEP permettait de changer le stade des patients, vous voyez, environ 15% de upstaging, mais également aussi un petit peu de downstaging, soit à peu près autour de 20% de changement de stade, tout confondu. Et ça a été confirmé en fait par cet article de 2016 avec plus de 1200 patients, vous voyez, qui ont retrouvé à peu près les mêmes chiffres, donc soit à peu près 20% de changement de stade par rapport au scanner seul. Alors, la raison, c'est donc une meilleure détection de certains ganglions qui peuvent être même infracentimétriques, donc considérés comme non pathologiques sur le scanner, qui, s'ils ont une forte captation du FDG, vont être considérés comme pathologiques, mais également la détection des sites extranodaux et en première ligne, la moelle osseuse. Donc ça, c'est un autre essai qui, pareil, à partir d'un registre canadien, a montré, là encore, des changements de stade, toujours à peu près autour de 20%, selon si lorsque le scanner était déjà, vous voyez, douteux, en fait, on a 50% des patients qui sont reclassés en stade avancé. Et les patients qui étaient classés stade limité, là encore, à peu près 26% d'entre eux qui sont reclassés en stade avancé. Donc, bien sûr, ces changements de stade, ce qui est intéressant, c'est surtout que ça a une implication directe sur la stratégie thérapeutique. Alors, entre entre les modalités, là, vous voyez par exemple des patients qui avaient initialement à peu près 30% des patients pour lesquels on avait prévu une radiothérapie, finalement ont reçu de la chimiothérapie seule. Et puis, ça peut être également des changements de stratégie thérapeutique entre le nombre de cures ou même des champs de radiothérapie, donc même au sein de la même modalité. Quel est l'intérêt finalement du scanner avec injection de produit de contraste ? Finalement, il reste vraiment limité, et c'est déjà ce qui avait été mis donc, dans les recommandations en 2014. Et vous voyez que finalement, l'apport du scanner injecté était très, très limité en termes de détection de lésions par rapport à la TEP au TDM. Donc, dans les examens TEP, la majorité du temps, le scanner n'est pas injecté. Il y a très peu de centres qui injectent le scanner de la TEP. De la TEP TDM, de l'examen TEP TDM. Mais on voit que dans le lymphome, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire.
Donc, je vous le disais, un des principaux sites extranodaux détectés par la TEP, c'est l'atteinte osseuse, les atteintes osseuses focales. Ça a bien été mis en évidence que là où la biopsie regarde un seul site au niveau de la crête iliaque, la TEP, en tant qu'imagerie corps entier, permet de détecter beaucoup mieux les atteintes osseuses qui peuvent être n'importe où sur le squelette. Et puis à l'inverse, que finalement, quand on prenait les patients avec une biopsie positive, on les retrouvait tous sur la TEP. On avait moins de 0,5% de patients qui étaient négatifs en TEP avec une biopsie positive. Donc, c'est pour ça que depuis les recommandations de 2014, on bien acté qu'il n'était plus nécessaire de faire une BOM lorsqu'on avait une TEP. Et vous voyez ici un exemple d'un patient donc, avec une volumineuse atteinte ganglionnaire sus- et sous-diaphragmatique. Sous-diaphragmatique principalement. Et là, en fait, vous voyez, ce foyer-là correspondait à un foyer osseux qui n'avait pas de traduction encore sur le scanner, comme c'est souvent le cas dans le lymphome. On voit souvent pas de lésion sur le scanner. Alors, l'évaluation de la réponse, la TEP, elle a une place importante dans l'évaluation de la réponse déjà depuis de nombreuses années. Elle a été introduite en fait en 2007 dans le Hodgkin pour la réponse en fin de traitement. Pourquoi? Parce que justement, dans le Hodgkin, on était souvent embêté par de la masse résiduelle, surtout au niveau médiastinal, qui persistait sur le scanner en fin de traitement. Et donc, beaucoup de patients étaient classés en réponse indéterminée et non pas en réponse complète. Et la TEP a permis de classer justement ces patients selon l'activité, en fait, l'intensité de fixation de cette masse résiduelle. Donc, à l'époque, en 2007, on y est allé un petit peu par étapes, un peu prudemment. Le taux pour être négatif, il fallait avoir une fixation qui était inférieure au médiastin. En 2014, on a les critères en fait ont été révisés avec le score de Deauville. Le score de Deauville, donc c'est cette échelle qui permet de scorer de 1 à 5 une fixation résiduelle. Avec donc le score 1, ça va être quand on n'a pas de lésion finalement significative résiduelle. Le score 2, quand on a une fixation qui est inférieure au médiastin. Donc c'était un peu l'équivalent des critères qui étaient pris en 2007. Le score 3 introduit en fait une fixation qui serait entre le médiastin et le foie. Et le score 4, une fixation qui dépasse le foie. Et le score 5 qui dépasse fortement le foie. En général, on prend 2 fois supérieur au foie. Également l'apparition de nouvelles lésions qui classent directement en score 5. Donc, les 3 premiers scores de score 1 à 3, on considère que le patient est en réponse métabolique complète, alors qu'on considère qu'il est en réponse métabolique incomplète dès lors qu'il a un score à partir de 4. Donc, dès lors que la lésion a une fixation qui dépasse le foie, on considère que le patient est en réponse incomplète. Après, les critères de Lugano ont détaillé un petit peu cette réponse incomplète, puisqu'effectivement, on peut avoir un score 4-5, mais avoir quand même répondu par rapport au baseline, donc c'est la réponse partielle. Et initialement, en 2014, il était écrit on tenait en compte uniquement de la fixation, donc de l'intensité de fixation qui devait donc diminuer par rapport au baseline. Ça, justement, c'est quelque chose qui va être révisé prochainement. Donc, je pense que c'est des guidelines qui vont sortir probablement cette année ou en début d'année prochaine parce que effectivement, on ne tenait pas en compte de l'extension de la maladie. Or, parfois, on peut avoir une intensité qui reste globalement stable, mais une franche diminution en masse tumorale globale. Mais pour l'instant, on reste sur diminution de la fixation, réponse partielle. Une stabilité si on a à peu près la même intensité de fixation et une réponse, une progression si on a soit l'apparition de nouvelles lésions, ça signe la progression, soit une augmentation en intensité des lésions. Donc ça, initialement, c'était pour le fin de traitement et puis ça a été introduit pour l'évaluation précoce. Pourquoi? Parce que des séries rétrospectives ont montré que finalement, après 2 cures de chimiothérapie, quand on faisait une TEP et qu'on regardait la réponse, eh bien, ça avait déjà une forte valeur prédictive. Oui, les patients qui arrivaient, il y avait finalement beaucoup de patients qui étaient déjà négatifs, qui avaient déjà négativé leur TEP après 2 cures. Ceux-là, ils allaient très bien. Et à l'inverse, ceux qui restaient positifs après 2 cycles avaient une survie sans progression vraiment inférieure par rapport aux autres.
Et donc, il y a eu l'idée de se dire pourquoi on n'adapterait pas le traitement dès cette évaluation précoce, après ces 2 premiers cycles de chimiothérapie, plutôt que d'attendre la fin de traitement. En effet, dans le Hodgkin, alors on avait à la fois envie de améliorer la survie de ces patients qui restaient PET2 positifs, qui allaient très mal, et puis à la fois envie de pas trop de diminuer la toxicité, puisque c'est une pathologie où globalement la survie est très bonne et ça concerne en plus des patients très jeunes. Donc, c'est vraiment important de peser la balance bénéfice-risque dans cette population. Donc, différents essais en fait, ont essayé de tester soit de désescalader le traitement pour diminuer la toxicité chez les patients qui étaient déjà négatifs après 2 cures, et à l'inverse, essayer d'améliorer le pronostic, donc d'essayer d'intensifier le traitement chez les patients qui restaient positifs après 2 cycles. Alors, on va voir déjà les stratégies en fait, d'escalade. Donc, essayer d'intensifier le traitement pour les patients qui restent positifs après les 2 premiers cycles. Tout d'abord, chez les patients de stade localisé, c'est les CH10, vous voyez, plus de 1900 patients. Et donc, chez les patients on commençait par 2 cycles d'ABVD, chez les patients qui étaient positifs, le bras expérimental a testé un passage au BICOP. Et vous voyez qu'on a vraiment un gain en termes de PFS, puisqu'on arrive à une PFS de 91% versus 77% chez les patients qui avaient le traitement standard. Donc, on arrive vraiment à améliorer leur pronostic en switchant précocement le traitement. La même finalement stratégie a été appliquée pour les lymphomes de stade avancé par les groupes qui commençaient par toujours l'ABVD chez ces patients de stade avancé. Donc, chez les patients de stade avancé qui commencent par l'ABVD, intensifier les patients qui restent positifs après 2 cycles, là encore, a amené à des gains de PFS, puisqu'on avait des PFS qui étaient vraiment très, très basses pour ces patients, autour de 25%. Et là, on arrive à des PFS qui sont plutôt autour de 60-65%. Donc, finalement, en termes d'escalade, d'intensification du traitement, donc souvent, les patients qui commencent par l'ABVD et donc escaladés par du BICOP, que ce soit pour les patients de stade localisé ou pour les patients de stade avancé, on a des vrais gains en termes de survie, d'amélioration de la survie pour ces patients. Donc, c'est devenu maintenant des standards. Alors maintenant, on va parler des stratégies de désescalade. Alors, dans le lymphome de Hodgkin de stade localisé, la question était d'essayer d'omettre la radiothérapie. Alors là, les essais n'ont pas permis de montrer qu'on pouvait se passer de la radiothérapie chez ces patients de stade localisé. On a notamment, en fait, vous voyez, avec une augmentation du risque de rechute, alors qui n'était pas énorme, mais qui était significatif. Et ce qui était intéressant, c'était surtout chez les patients, vous voyez, favorables. Selon les critères EORTC, donc les Hodgkin de stade localisé favorables, ils avaient vraiment un bénéfice à la radiothérapie, puisqu'on avait vraiment des taux beaucoup plus élevés de rechute. Pour les patients défavorables, donc qui recevaient finalement plus de cycles de chimiothérapie, on avait une augmentation du risque de rechute qui restait non négligeable, mais qui était beaucoup plus minime, 2,5%. Avec la problématique qu'il faudra effectivement suivre, puisqu'on sait que la radiothérapie, c'est des effets à très long terme. Et pour l'instant, effectivement, il faut continuer à suivre ces cohortes pour voir si finalement, est-ce qu'on a un bénéfice ou pas en termes de survie globale. Alors, la stratégie, par contre, de désescalade dans le stade avancé, on l'utilise en routine. Donc, désescalader les patients de stade avancé qui ont une TEP négative après 2 cycles. Alors, ça a été proposé en supprimant la bléomycine, par exemple. Et puis, bien sûr, l'essai AHL 2011, donc coordonné par le docteur Casasnovas, qui donc commence par le BICOP et permet donc pour la grande majorité des patients, vous voyez, c'était 87% des patients,
de désescalader le traitement, donc de passer à de l'ABVD pour la grande majorité des patients. Dans cet essai, la particularité, c'est que le taux de positivité n'était pas pile, donc supérieur strictement supérieur au foie. Là, il avait été pris une petite marge de 140% pour être sûr d'avoir vraiment des positifs, puisqu'on était après 2 cycles seulement et qu'on sait que voilà, après 2 cycles, c'est quand même voilà, peu. Donc, on teste surtout la chimiosensibilité. Donc, prendre un seuil vraiment strict au foie. Voilà, ce d'autant que initialement, l'échelle de Deauville, en fait, c'était une échelle vraiment visuelle et que finalement, visuellement, quand vous demandez à des médecins nucléaires de voir une différence entre le foie et une lésion, il faut au moins 120-130% du foie. Si vous ne voyez pas une différence, si le SUV est à 3,1 et votre lésion est à 3,2, voilà, ou 3,3, vous ne voyez pas. Donc, c'est pour ça aussi, c'est un petit peu avec cet esprit-là que le 140% avait été proposé. Donc, c'est pour ça que maintenant, la TEP précoce, donc après 2 cycles, c'est vraiment devenu la routine standard dans le Hodgkin, quels que soient finalement les stades. Alors, un exemple ici, vous voyez donc un patient avec une masse bulky de stade 2, donc uniquement sous-diaphragmatique. Ici, après 2 cures, vous voyez qu'il reste, il reste de la masse résiduelle médiastinale, mais elle ne fixe pas, elle a une fixation, elle ne fixe pas de manière significative, elle fixe de manière équivalente au bruit de fond médiastinal. Donc, ce patient-là, qui avait commencé par du BICOP, a pu être désescaladé, voilà, avec de la BVD, et on a confirmé par la suite la réponse complète. À l'inverse, cette patiente avec une atteinte, une atteinte sus et sous-diaphragmatique, vous voyez qu'après 2 ABVD, là c'était donc une stratégie, ils avaient commencé par la BVD, il persistait une lésion assez importante, avec une fixation qui, même si je ne vous mets pas le SUV, vous voyez qu'elle est vraiment nettement supérieure au foie, on n'a pas de doute. Donc là, elle a été escaladée et on a obtenu une réponse métabolique complète. Le SUV était à 12. Alors, donc, tous ces critères, donc, ça a été surtout établi pour la première ligne, en fait, et donc la première ligne sous chimiothérapie standard. Effectivement, c'est développé dans le Hodgkin les traitements par immune checkpoint. Et on avait notamment l'idée dans qu'on a appris surtout des tumeurs solides, des mélanomes, le poumon, qu'on avait des phénomènes de pseudo-progression sous ces traitements, sous ces immunothérapies. Donc, on s'est posé la question également si ça pouvait être un problème dans le lymphome. Voilà, considérer le patient comme en progression alors que finalement, c'était un phénomène de pseudo-progression, donc un arrivée de cellules, mais pas une vraie progression. Donc, pour cela, ont été proposés en fait en 2016 ce qu'on appelle les critères lyriques, qui finalement introduisent une réponse indéterminée, donc permettent en fait de laisser l'immunothérapie jusqu'à une nouvelle évaluation pour vraiment avoir un deuxième point qui nous dit vraiment poursuite de la progression, pour essayer de s'affranchir d'arrêter le traitement trop tôt alors que le patient allait bien cliniquement et qui, voilà, cliniquement, on avait l'impression qu'il bénéficiait de l'immunothérapie, que l'imagerie est la seule à dire progression. Voilà, c'est bête d'arrêter le traitement. Et donc, ça nous permet de contrôler à 12 semaines ou faire une nouvelle biopsie pour vraiment se laisser un petit peu plus de temps pour confirmer la progression. Donc, ces critères en fait, lyriques, les 2 premiers, c'est surtout des critères en fait, scanner. Mais finalement, on a vu que le scanner seul est peu utilisé, je pense, en France pour la réponse au traitement. Donc, c'est surtout en fait le troisième, le IR3, qui concerne la TEP et voilà, qui dit donc augmentation de la fixation. Si on a une augmentation de la fixation sur une ou plusieurs cibles, une ou plusieurs lésions,
sans augmentation de la taille. Eh bien, vous voyez un exemple ici où vous aviez cette infiltration paracardiaque qui augmente en intensité, mais ça reste quand même assez focal. Voilà. Donc là, on peut se donner 12 semaines pour recontrôler et voir si ça continue à progresser. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, on a probablement différentes progressions. Et pour l'instant, dès lors qu'on a l'apparition d'une nouvelle lésion, on appelle ça progression. Et sous immunothérapie, voilà, probablement que toutes les progressions ne se valent pas et que l'apparition d'une petite lésion, alors que toutes les autres, par exemple, ont disparu, ça n'a probablement pas la même valeur que si voilà, le patient est en progression sur la masse tumorale globale. Donc, il y a peu d'études finalement sur l'utilisation de ces critères lyriques versus les critères classiques de Lugano, avec peu de patients, mais finalement, ils mettent en évidence qu'il y a peu de pseudo-progressions, que la plupart des progressions sont confirmées après comme étant des vraies progressions. Ce qui est par contre intéressant, c'est qu'on retrouve que la TEP est un bon outil pour évaluer la réponse sous immunothérapie, et notamment la TEP précoce. Vous voyez qu'à 2-3 mois, on identifie déjà les patients qui vont répondre. Donc, ceux qui ne répondent pas à 2-3 mois, en général, voilà, ont une probabilité importante de ne pas répondre ou de répondre de manière très limitée, partiellement. Bien supérieur au scanner, là encore. La TEP sous immunothérapie, ça nous permet également d'identifier les effets secondaires, les thyroïdites, les hypophysites. Vous avez également les colites qui peuvent être mis bien en avant. Alors, un dernier mot donc, sur la masse tumorale et le volume métabolique. Vous savez en fait que la masse tumorale dans le Hodgkin, ça a toujours été vraiment un paramètre très important. C'est dans le Hodgkin au départ que s'est établie la classification, le stade Ann Arbor. Après, on utilise toujours des surrogates de la masse tumorale, par exemple dans les stades localisés, le rapport médiastinal thoracique, le nombre d'aires ganglionnaires, mais à chaque fois, c'est une toute petite partie finalement de la masse tumorale, et on n'a pas beaucoup progressé par rapport aux techniques. On est resté sur la radio de thorax, alors que sur une radio de thorax, alors qu'on sait que c'est quand même très imprécis. Entre-temps, il y a eu le scanner, voilà maintenant la TEP, et pourtant les critères sont restés sur ces anciennes imageries, entre guillemets. Et donc, depuis maintenant près de 10 ans, se développent des études autour d'évaluer la masse tumorale grâce à la TEP à travers le volume métabolique tumoral total. Alors, ce n'est pas un paramètre parfait, mais c'est un paramètre plus précis puisqu'il prend en compte toute la masse tumorale active. Donc, notamment, on ne va pas prendre en compte la nécrose, par exemple, qui serait pris en compte, par exemple, par le scanner. Et donc, le volume métabolique paraît être un facteur pronostic majeur dans plein de sous-types de lymphomes, et notamment dans les lymphomes de Hodgkin, et même dans les stades localisés où pourtant on part sur des lymphomes donc de faible masse tumorale. Mais on avait regardé dans les CH10, vous voyez qu'on arrivait quand même à identifier deux catégories de patients selon leur seuil de volume, avec des survies sans progression et des survies globales très différentes. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que si on comparait par rapport aux critères EORTC qui sont donc actuellement utilisés, avec le rapport médiastinal thoracique, le nombre d'aires ganglionnaires, finalement, on identifiait une population moins importante. Vous voyez, on passe de 157 classés défavorables contre seulement 46. Et par contre, on a un groupe à beaucoup plus haut risque avec une PFS beaucoup plus basse. Voilà, tout en gardant quand même les patients low risque avec une PFS très, très bonne. Donc, ça pourrait vraiment être un paramètre intéressant. C'est un paramètre qui est indépendant en plus de la réponse à TEP2, donc qui permet là aussi de mieux stratifier cette réponse, là encore, pour possiblement adapter les stratégies thérapeutiques. Et puis, ce travail intéressant du docteur Cédric Rossi au sein du LISA avait montré qu'on avait une catégorie de patients, les patients de stade 2B, qui avaient donc un rapport médiastinal thoracique élevé et une atteinte extranodale par extension, pouvaient, selon l'hématologue, être inclus dans des essais ciblant des patients de stade localisé, défavorables, comme ça l'a été dans les CH10, ou dans des essais de stade avancé comme l'AHL 2011.
Et donc, on peut se poser la question si justement le volume métabolique ne pourrait pas permettre de mieux identifier les patients, ne serait-ce qu'au niveau des essais, pour essayer d'avoir des populations plus homogènes au sein des essais. Et dans ces essais, quand il a regroupé donc, ces patients-là de l'essai H10 et de l'essai AHL 2011, finalement, vous voyez que l'EMTV et la réponse précoce après 2 cycles, ça restait les 2 facteurs principaux prédictifs de la survie sans progression. Et que, également, implicitement, les hématologues, dès lors qu'ils calculaient finalement, sans s'en rendre compte, probablement le volume métabolique, parce que le volume métabolique était quand même un peu plus élevé dans l'essai de stade avancé. Donc, en regardant en fait, les images, implicitement, un patient avec un volume métabolique un peu plus élevé était plutôt inclus dans l'essai AHL que dans l'essai de stade localisé. Donc, finalement, les hématologues l'utilisent déjà, sans s'en rendre compte. Alors actuellement, il n'y a qu'un seul essai qui, en prospectif, utilise le MTV pour guider la stratégie thérapeutique, c'est l'essai rafting. Voilà, on verra sur les stades localisés, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc pour conclure, la TEP au diagnostic, vous avez vu, donc c'est vraiment l'outil indispensable maintenant dans le lymphome de Hodgkin. Ça améliore la stadification initiale. Du coup, la biopsie n'est plus recommandée, avec une implication directe sur la stratégie thérapeutique. Il ne faut pas oublier qu'également, avoir une TEP au diagnostic, ça permet de rendre plus fiable l'évaluation de la réponse au traitement. Et on va voir, donc la réponse au traitement, c'est vraiment quelque chose de majeur dans le Hodgkin. Et si on n'a pas de TEP baseline, c'est toujours plus difficile d'être formel dans l'évaluation de la réponse au traitement. Et puis, voilà, elle peut probablement apporter davantage encore cette TEP au diagnostic avec l'estimation de la masse tumorale et le volume métabolique tumoral total. La TEP pour évaluer la réponse. Alors, en fin de traitement, pour évaluer les masses résiduelles, hein, on se base sur le score de Deauville, les critères de Lugano, en considérant les patients en réponse métabolique complète s'ils ont un score de Deauville de 1 à 3. Mais on a vu que l'évaluation précoce dans le Hodgkin, elle est majeure après 2 cycles, compte tenu de sa forte valeur prédictive, et qu'elle est utilisée maintenant en routine clinique pour guider la stratégie thérapeutique, que ce soit pour des stratégies d'escalade ou de désescalade. Sous immunothérapie, là encore, ça peut être un outil intéressant. Attention effectivement à ne pas arrêter trop tôt l'immunothérapie alors que le patient cliniquement va bien et a l'air de bénéficier du traitement. Mais on a l'impression que la réponse précoce évaluée par la TEP à 2-3 mois est quand même un facteur prédictif sous immunothérapie important. J'en profite juste pour vous annoncer en fait un congrès qui donc, va avoir lieu le 6 et 7 octobre prochain, qui avait été fondé par le professeur Michel Maignan, un grand médecin nucléaire dans le lymphome, et voilà, qui a vraiment pour but d'unir les hématologues et les médecins nucléaires, de réfléchir ensemble justement à comment avancer. C'est toujours très intéressant. Donc voilà, les inscriptions devraient débuter courant de semaine prochaine. Vous aurez le programme et il y aura des tarifs plus intéressants pour les internes. Voilà. J'ai rattrapé le retard. Bravo pour le topo, bravo pour le timing. Merci de cette revue. Moi, j'ai un tout petit commentaire. Tu es la grande promotrice de la distance max comme valeur pronostique dans le lymphome diffus à grande cellule. Et tu sais bien, puisque tu y participes, qu'il y a le même type de travaux dans le Hodgkin et dans HL 2011, en sachant que ça va être un facteur pronostique assez puissant. Peut-être même presque plus puissant que le volume métabolique à la baseline. Comment tu vois l'avenir de ça? Alors, oui, c'est sûr. Donc, en fait, la distance maximale entre 2 lésions, c'est un paramètre tout simple pour essayer justement d'exprimer la dissémination, un peu comme le stade Ann Arbor, mais qui mesure la distance en fait entre les 2 lésions les plus éloignées. Donc, c'est tout bête, mais ça n'avait pas été proposé avant. Et effectivement, on a montré que finalement, en combinant volume et distance, on approchait un petit peu mieux la caractérisation du lymphome. Parce que c'est vrai que la masse tumorale ne tient pas compte de la distribution, le volume métabolique total ne tient pas compte de la distribution. Et dans le Hodgkin, on sait que c'est souvent quand même R par R.
Donc, effectivement, la distance marche bien puisque voilà, on saute rarement des aires ganglionnaires. Donc, je pense que, et ça a l'avantage d'être un paramètre plus simple. Voilà, il suffit de bien identifier les deux lésions extrêmes. Donc, ça va être quelque chose d'assez simple à mesurer. Après, c'est du coup un paramètre francophone. Donc, pour l'instant, c'est vrai que c'est difficile de s'imposer à l'échelle internationale. Et voilà, on y va petit à petit, mais c'est vrai que voilà. Quelques notions aussi juste à bien garder à l'esprit. Anne Ségolène, donc tu nous as bien dit que pour l'évaluation en fin de traitement, donc c'est la réponse de Deauville et qu'on considère comme TEP négative les scores 1 à 3. Attention, ce n'est pas le cas dans tous les essais cliniques et il faut notamment en tenir compte, notamment dans les essais du groupe allemand. Alors, ils sont en train d'évoluer, mais il y a quand même beaucoup d'essais qui sont publiés avec des interprétations de TEP négatives avec des scores de Deauville 1 ou 2. Donc, faites quand même attention quand vous lisez un essai clinique sur vraiment quels sont les critères qui ont été utilisés pour définir une TEP comme positive ou négative. Ce n'est pas toujours aussi consensuel que ça et c'est un élément important dont il faut tenir compte. Deuxième notion, à mon avis, qui est importante à retenir aussi, c'est que globalement, la valeur prédictive négative du PET scan est supérieure à sa valeur prédictive positive. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, je pense, garder à l'esprit. C'est aussi pour ça que les stratégies de désescalade dans les essais cliniques sont globalement plus efficaces que les stratégies d'escalade, puisqu'elles sont basées sur cette valeur prédictive négative. Et du coup, l'autre notion importante qui découle de ça, c'est qu'une TEP positive, quand on est en fin de traitement notamment, essayer de documenter, de biopsier ces patients, parce que, encore une fois, une TEP positive ne traduit pas forcément la persistance d'une maladie. Donc voilà, quelques petites notions qui sont, je pense, importantes à garder à l'esprit.